Imagine la fin la plus étrange pour une finale du mondial. Le capitaine gagnant tend la main vers le trophée le plus célèbre, les confettis tombent déjà, les caméras sont braquées sur la scène, et la main qui remet cette coupe n'est pas celle de l'histoire du football, ni celle d'un ancien champion, ni même celle d'un hôte neutre. C'est la main d'un président américain, qui s'est à peine montré pendant le tournoi. Et juste à côté se tient le patron de la FIFA, souriant comme si cette image n'était pas dangereuse. Cette contradiction, c'est toute l'histoire. Depuis des semaines, je regarde cette Coupe du Monde devenir quelque chose de plus vaste que le foot. J'ai vu les promesses, l'image de marque, les discours sur l'unité, les mots d'une fête mondiale, puis j'ai vu la réalité sous la surface commencer à la déchirer. Des sièges vides, des supporters furieux, le chaos des visas, la mise en scène politique. Et maintenant, Gianni Infantino a dit tout haut ce qui restait implicite. Cette semaine, sur Fox et Friends, il a confirmé que Donald Trump serait avec lui lors de la finale et que tous deux remettraient ensemble le trophée au vainqueur, le 19 juillet au New Jersey. Arrête-toi là. Pense à ce que cela signifie. Ici, la version publique et la version institutionnelle se séparent. Publiquement, le récit est simple. Trump est le président du principal hôte, Infantino est le président de la FIFA. Ils sont amis, ils assisteront à la finale et présenteront ensemble le trophée. Voilà l'image vendue. Mais institutionnellement, le tableau est plus sombre. Le règlement écrit de la FIFA pour le tournoi stipule que le trophée de la Coupe du Monde reste la propriété de la FIFA et qu'il laisse représenter à l'équipe victorieuse lors de la cérémonie sur le terrain après le coup de sifflet final. Cela peut sembler technique, ça ne l'est pas. Cette phrase est la colonne juridique de la cérémonie. Le trophée n'est pas un accessoire de la Maison-Blanche. Ce n'est pas un objet de décor pour la photo d'un gouvernement hôte. C'est une propriété de la FIFA remise dans une cérémonie de la FIFA sous autorité de la FIFA. Et pourtant, l'homme désormais appelé à incarner cette passation est Donald Trump. Laisse cette idée s'installer. Voici le piège. Certains médias ont immédiatement parlé d'une rupture avec le protocole récent de la FIFA, car lors des dernières éditions, la cérémonie a été conduite par la FIFA plutôt que par un dirigeant en exercice. ABC7 a explicitement décrit le plan annoncé comme une rupture avec le protocole récent de la FIFA. Mais un autre article a souligné un point important. Les règles publiquement citées n'écrivent pas noir sur blanc qu'un président a interdiction de toucher ou de remettre le trophée. Il faut être précis, car la précision compte plus que l'indignation. La manière la plus juste n'est donc pas de dire qu'Infantino déchire une phrase clairement écrite selon laquelle Trump n'a pas le droit de faire cela. Le scandale était plus subtil. Ce choix heurte la logique, la neutralité et la souveraineté cérémonielle que la FIFA dit défendre. Serait-ce une rupture de protocole politiquement et institutionnellement, même si le règlement public laisse une ambiguïté commode. Et cette ambiguïté est peut-être le plus révélateur, car le pouvoir se cache dans l'ambiguïté. Infantino n'a pas annoncé cela à un congrès de la FIFA. Il ne l'a pas dévoilé dans un communiqué officiel. Il ne s'est pas tenu avec des représentants du Mexique et du Canada, les deux autres co-organisateurs, pour expliquer pourquoi l'image politique de la finale appartient presque entièrement à Washington. Il est allé dans Fox et Friends et a déclaré « Nous serons avec le président, nous profiterons de la finale et nous remettrons bien sûr le trophée au vainqueur ensemble. » Puis quand on lui a demandé s'ils le feraient ensemble, il a ajouté « Bien sûr, nous sommes ensemble tout le temps. » Ce n'est ni un langage neutre ni un langage administratif. C'est le langage de l'alignement. J'ai relu cette citation 3 fois quand elle est tombée, et ce qui m'a le plus surpris, ce n'était pas sa vanité, c'était sa franchise. Nous sommes ensemble tout le temps. Cette phrase fait plus de travail politique que sans communiqué de presse. La FIFA n'est pas censée donner l'impression de se fondre avec un gouvernement, encore moins dans l'une des présidences les plus polarisantes au monde. Et pourtant, elle a été prononcée avec décontraction sur une chaîne plus liée à l'écosystème politique de Trump qu'au football international. Si Infantino voulait envoyer le message que la finale revient symboliquement d'abord à l'Amérique de Trump, puis seulement au football mondial, je ne vois vraiment pas comment il aurait pu le formuler plus clairement. Et c'est là que le calendrier compte. D'après les informations autour des propos d'Infantino, Trump n'avait assisté à aucun match de la Coupe du Monde, alors que le tournoi a commencé le 11 juin et que la finale se jouera le 19 juillet. Cette absence est déjà politiquement étrange. Le plus grand événement se joue en grande partie en sol américain, et pourtant le président des États-Unis l'a surtout surplombé comme une marque plutôt que comme un hôte engagé. Il a à peine parlé du football. Il n'a pas construit de lien émotionnel visible avec les matchs, les supporters, ni avec l'atmosphère des villes hôtes. Malgré cette distance, il doit désormais occuper l'image emblématique du tournoi. Pas la demi-finale,
pas le tirage au sort, pas une réception diplomatique, le moment du trophée. L'image qui survit à tout, pas un hasard, pas nouveau. En juillet 2025, Trump a assisté à la finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA au MetLife Stadium, avec Infantino. Il a participé à la cérémonie d'après-match, remis des récompenses individuelles, puis décerné conjointement le trophée à Chelsea. Les comptes rendus ont noté des huées venues d'une partie du public lorsqu'il est apparu sur l'écran géant, puis en entrant sur le terrain. Je me souviens de ce moment parce qu'il ressemblait moins à une fête du football qu'à un test grandeur nature. La FIFA pouvait-elle installer un président américain au cœur d'une cérémonie de trophées et normaliser le spectacle ? Les caméras pouvaient-elles rendre l'image assez grandiose pour qu'on cesse de se demander si elle devait exister ? Avec le recul, cet événement ressemble à une répétition générale. Le même stade, le même duo politique, le même réflexe de placer Trump dans l'image de la victoire. Mais cette fois, l'échelle est planétaire. Prenons du recul. Le tournoi a été vendu comme une Coupe du Monde nord-américaine. États-Unis, Mexique et Canada sont co-organisateurs. Cela devrait compter politiquement, visuellement et symboliquement. Mais regarde la façon dont la clôture est désormais présentée. La scène du trophée est racontée comme un duo Trump-Infantino. Où sont Claudia Sheinbaum et Mark Carney dans cette imagerie ? Où est l'équilibre trinational ? Où est la reconnaissance que ce tournoi n'est pas le couronnement privé d'une seule administration ? Le monde est allé plus loin en estimant que la FIFA a laissé Trump apparaître comme le seul hôte, éclipsant les dirigeants du Mexique et du Canada. Et une fois qu'on le voit, il devient impossible de ne plus le voir. Le tournoi officiellement partagé par 3 pays est de plus en plus filmé en le prolongement d'un seul homme. Ce n'est pas un détail. C'est plus laid quand on le replace dans la politique générale de Trump. Sa relation avec les 2 autres hôtes a été marquée par menaces, pression et rhétorique de domination. Le monde a rappelé que le Mexique et le Canada avaient subi des menaces de Trump pendant que la FIFA se taisait. C'est l'environnement où Trump a utilisé les droits de douane comme levier, a tenu une rhétorique extrême à l'égard du Canada et a traité les partenariats régionaux en hiérarchie plutôt qu'en coopération. Alors quand l'image finale de la Coupe du Monde devient Trump au centre de la remise du trophée, le symbole n'est pas le football unit. Le symbole, c'est que la FIFA a accepté la grammaire visuelle de la domination. Mais la politique continue. Cette Coupe du Monde est tentée depuis le départ par les conséquences des politiques frontalières et de visa de l'ère Trump. Le Monde a rapporté que l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, malgré un visa valide, s'était vu refuser l'entrée aux États-Unis sans contestation publique de la FIFA. Le même article évoquait des restrictions de visa visant des journalistes et des contrôles stricts visant des équipes et joueurs de certains pays, dont l'attaquant irakien Aymen Hussein, interrogé pendant des heures à son arrivée, et cela avant même l'Iran. Dans le texte joint, le match Iran-Nouvelle-Zélande à Los Angeles est décrit comme le match le plus chargé politiquement jusqu'ici. Des supporters iraniens exclus par les restrictions de voyage, des manifestations devant le stade, des symboles interdits et des fans cousant à l'intérieur de l'enceinte des morceaux de tissu prohibés pour reconstituer un drapeau que la sécurité avait tenté de supprimer. Quand une Coupe du Monde commence à ressembler à un régime frontalier avec une bande-son, on ne parle plus du sport comme scène neutre. On regarde la géopolitique entrer sur la pelouse crampon aux pieds. Et qui se trouve au centre de tout cela ? Trump. Voilà pourquoi le trophée compte. Parce qu'une remise de trophée n'est jamais seulement cela. C'est une image officielle de légitimité. Elle dit au monde à qui appartient le moment, qui sanctionne le spectacle, qui est absorbé dans la mythologie de la victoire. Si la main de Trump est sur le trophée, alors Trump entre dans le souvenir final du tournoi. C'est d'autant plus important que Trump s'était déjà placé à la tête du groupe de travail de la Maison-Blanche pour la Coupe du Monde 2026, un rôle signalant son implication personnelle directe dans la gestion politique de l'événement. Et lorsque Trump avait suggéré qu'il pourrait pousser à déplacer des matchs hors de ville jugées dangereuses, ESPN avait rapporté que Victor Montagliani, vice-président de la FIFA, avait répondu publiquement en affirmant clairement qu'il s'agissait du tournoi de la FIFA, de la compétence de la FIFA, et que ses décisions revenaient hors à la FIFA. Arrête-toi sur cette contradiction. Une voix de la FIFA dit que le tournoi appartient à la FIFA. Une autre voix de la FIFA apparaît à la télévision américaine et se comporte comme si la clôture appartenait à Trump. Alors quelle version croire ? Cette contradiction dit ce qu'est devenue cette Coupe du Monde. La structure formelle continue d'affirmer la souveraineté de la FIFA. La réalité montre une FIFA qui se négocie elle-même vers la dépendance politique.
Infantino est le mécanisme par lequel cette dépendance devient du théâtre. Il y a une autre couche. Avant ce tournoi, Infantino a remis à Trump le prix FIFA de la paix. Un geste largement lu comme profondément politique, vu l'état des tensions mondiales et de la valeur d'image évidente offerte à la Maison-Blanche. Le script joint décrit ce prix comme absurde et ouvertement transactionnel dans son ton, et le relie à un schéma où la FIFA flatte Trump pendant que les problèmes du tournoi s'aggravent. Le Monde a présenté aussi la Coupe du Monde 2026 comme la vitrine personnelle de Trump, rendue possible par la complicité d'Infantino. En reliant le prix de la paix, l'annonce sur Fox, la remise du trophée et la répétition du duo Infantino-Trump, un schéma cohérent apparaît. La FIFA ne se contente pas de tolérer une captation politique. Elle se met en scène autour. C'est là que le sportif, ironiquement, devient utile. Car le football rend tout cela plus explosif, pas moins. Imaginons que l'Espagne atteigne la finale. Politico a rapporté que l'Espagne, favorite du tournoi, s'oppose à Trump sur l'Iran, Gaza, les dépenses militaires, l'immigration et l'énergie verte. Imagine cette image. Trump remettant la Coupe du Monde au capitaine espagnol avec la tension politique entre Washington et Madrid, juste sous les confettis. Ou imagine un finaliste d'un pays dont les supporters auraient affronté des obstacles d'entrée, la suspicion ou l'hostilité dans le pays hôte. Le podium du mondial est censé suspendre la politique le temps d'un instant cérémoniel. Avec ce dispositif, il risque de la concentrer plus qu'une conférence de presse. Pense à ce que cela signifie. Et rappelle-toi que tout cela arrive alors que l'événement lui-même a été poursuivi par des signes que le récit brillant ne correspond pas à la réalité. Dans le fichier joint, le tournoi est décrit à travers des tribunes clairsemées, des chiffres officiels d'affluence incohérents avec les images télévisées, des espaces de luxe vides et des hôtels si peu remplis que, dans certaines villes, la demande attendue n'est même pas apparue lors du week-end d'ouverture. Le même script cite un directeur d'hôtel à Houston affirmant que 80 chambres sur 100 étaient restées invendues pendant le week-end d'ouverture, malgré des investissements pour la Coupe du Monde. Il relie cette déception économique au prix, aux barrières liées au visa, aux craintes liées à l'ICE et à l'écart entre les promesses de la FIFA et ce que le public voit. Je reviens toujours à cet écart, parce que toute l'histoire se loge là. Le tournoi peine réellement, alors la politique devient plus bruyante pour couvrir le bruit. C'est ainsi que fonctionne le spectacle. L'image du trophée règle un problème politique pour Trump. Elle lui permet de s'inscrire dans le souvenir triomphal d'un tournoi qu'il n'a pas vraiment habité. Elle règle aussi un problème politique pour Infantino. En donnant à Trump la propriété symbolique de l'image finale, il renforce son lien avec l'administration qui contrôle les visas, la sécurité, les frontières, les forces de police et l'environnement fédéral dans lequel la FIFA opère aux États-Unis. Voilà pourquoi je ne crois pas à la version innocente des faits. Ce ne sont pas deux hommes qui profitent ensemble du football. C'est un échange de capital symbolique entre l'un des dirigeants les plus opportunistes du monde et l'un des survivants institutionnels les plus éhontés. Et la non-réponse officielle de la FIFA aggrave encore les choses. Selon les informations publiées, la FIFA n'a fait aucun commentaire au-delà des propos télévisés d'Infantino. Aucune explication détaillée du protocole, aucune clarification, aucun mot sur le rôle des gouvernements co-organisateurs, aucun rappel du fait que la Coupe du Monde appartient à toutes les associations membres. Seulement le silence, puis cette citation flottant dans le cycle médiatique. Le silence peut être administratif, mais parfois le silence est un consentement bien vêtu. Le lieu compte aussi. La finale se jouera au MetLife Stadium d'East Rutherford au New Jersey, le stade où Trump a déjà répété ce rôle lors de la Coupe du Monde des clubs. Les lieux accumulent la mémoire. Les stades ne sont pas des contenants neutres. Ils gardent les spectacles, des angles de caméra, des symboles répétés. MetLife n'est plus seulement le lieu où la Coupe du Monde se termine. Il devient la scène où Infantino intègre encore Trump dans les grandes cérémonies du football en défiant le monde de trouver cela normal. Cette répétition compte. La première fois peut passer pour une nouveauté. La deuxième devient méthode. Regarde maintenant l'image depuis le reste du monde. Pour les supporters de pays qui se méfient de la politique étrangère américaine, elle semblera une appropriation. Pour ceux de pays opposés à Trump, elle semblera une provocation. Pour les supporters des pays co-organisateurs, elle pourra sembler un effacement. Pour ceux qui croient encore que la FIFA devrait se tenir au-dessus des gouvernements, elle semblera une capitulation. Et pour les partisans de Trump aux États-Unis, bien sûr, elle semblera une validation sur la plus grande scène. C'est pour cela que c'est de l'or politique,
Une remise de trophée, plusieurs publics, un rendement symbolique maximal. Cyniquement, c'est presque efficace. Je ne dis pas que le football disparaît. Il ne disparaît pas. Les joueurs se battront jusqu'au bout. Le vainqueur méritera toujours la coupe. La finale pourra être extraordinaire. Mais c'est pour cela que la cérémonie compte. Parce que la beauté du sport sert de couverture pour consolider d'une image politique. Plus le football sera beau, plus le camouflage sera net. Et voici ce qui me bloque encore. Même après les scandales, les bizarreries et les compromis institutionnels, la FIFA continue d'agir comme si le vrai sujet était la perception, pas le fond, pas la frontière entre pouvoir d'État et gouvernance sportive, pas le message envoyé aux 211 associations membres qu'elle est censée représenter, seulement l'image. Seulement la question de savoir si l'image peut être rendue assez grandiose, inévitable et historique pour que les gens cessent de demander qui l'a autorisé et pourquoi. C'est sans doute pour cela qu'Infantino paraissait si à l'aise à la télévision. Il ne pense plus devoir défendre la fusion de la politique et du football. Il pense avoir déjà gagné en la mettant en scène. C'est peut-être le plus audacieux. Pas que Trump veuille l'image. Bien sûr qu'il la veut. Pas qu'Infantino recherche la proximité du pouvoir. Bien sûr qu'il la recherche. L'audace, c'est la certitude qu'ils peuvent le faire aussi ouvertement, aussi théâtralement, tout en comptant sur une grande partie de la couverture médiatique pour présenter cela comme une cérémonie étrange plutôt que comme une alerte structurelle. À BC7, il y a vu une rupture avec le protocole récent de la FIFA. D'autres articles ont mis l'accent sur l'amitié, la présence, la cérémonie, la finale. Mais l'histoire profonde, c'est que la FIFA semble toujours plus disposée à laisser des dirigeants politiques coécrire les images sacrées de son tournoi majeur, tout en se cachant derrière assez d'ambiguïté réglementaire pour nier tout changement officiel. C'est une forme moderne de captation institutionnelle. Pas de coup spectaculaire, pas de décret explicite. Seulement le transfert progressif du symbole jusqu'au moment où tout le monde comprend que la photo du trophée n'appartient plus au seul football. Disons-le clairement. C'est pour cela que la question réglementaire compte malgré son ambiguïté. Si le texte n'interdit pas à un chef d'État de participer à la remise, la FIFA peut dire que ses critiques exagèrent. Mais si la cérémonie est historiquement comprise comme un rituel souverain de la FIFA, alors utiliser cette ambiguïté pour placer Trump au centre reste une rupture consciente avec la fonction du protocole. Les règles ne servent pas qu'à punir. Parfois, elles maintiennent une distance. Parfois, elles empêchent le pouvoir de monter sur le podium en faisant croire qu'il a construit le jeu. Et pourtant, nous y voilà. Le 19 juillet, sauf revirement, Donald Trump et Gianni Infantino devraient se tenir ensemble lors de la finale de la Coupe du Monde et remettre le trophée à l'équipe victorieuse. Le même Trump qui ne s'était pas montré au match, le même Infantino qui a passé des mois à lier plus étroitement la FIFA à l'image politique de la Maison-Blanche. Le même tournoi déjà assombri par les controverses de visa, les restrictions de voyage, les manifestations politiques, les débats d'affluence et les récits d'échecs économiques. Et les caméras cadreront cela comme une célébration. C'est peut-être le plus dérangeant. Non pas que la finale soit devenue politique, elle l'a toujours été, mais que la politique ne se cache plus. Alors je reviens à la même question, et je ne crois pas encore connaître la réponse. Quand le capitaine gagnant soulèvera ce trophée et que le monde verra la main de Trump dans l'image avant de voir la joie de l'équipe, que croira-t-on exactement regarder ?